La tunique rouge sang du sacrificateur. Celle d'Hercule. Cadeau empoisonné au sens propre comme au sens figuré. De Déjanire, femme vieillie et non moins aimante qui pensa, innocemment, en teignant la tunique, ouvrage de ses mains, du sang du centaure Nessus, regagner le cœur de son mari volage. N'est-ce pas le centaure, expirant sous la flèche d'Hercule, qui lui fit don de son sang dont il lui révéla les puissantes vertus de philtre d'amour? Pouvait-il ignorer que le sang des centaures, à l'instar de celui des hérissons, a la réputation d'être empoisonné? La tunique rougie à peine enfilée, voilà qu'elle adhère à la peau du héros s'apprêtant à sacrifier les 12 bœufs désignés. Dans une étreinte brûlante, elle épouse les moindres replis de son corps de vainqueur et le consume jusqu'aux os. De douleur, il se roule par terre, hurle, crie, meurtrit son poitrail de ses poings. Mais bien vite, son sang frais a séché, il s'écroule vaincu par le poison sécrété par la tunique ensanglantée. Le diadème d'or et le voile chatoyant. Ceux de Créuse, cadeau empoisonné au sens propre comme au sens figuré. De Médée, l'impitoyable enchanteresse, brûlante d'amour et de haine pour Jason, à qui elle avait tout sacrifié, et résolue à éliminer Créuse, sa rivale, puisque future épouse de ce dernier. Les présents de mariage, préalablement imprégnés des poisons et venins les plus virulents et imbus des plus sombres incantations à Hécate de la fidèle Médée, seront portés par les propres enfants de l'épouse évincée à la nouvelle épousée. Le voile diapré revêtu, le diadème d'or coiffé, voilà que la mariée se transforme en torche vivante. Une flamme dévorante rampe en elle, s'insinue dans sa moelle, incendie ses veines jusqu'à ce que ses membres se liquéfient et que ses os soient fumants. Avec elle, c'est Créon, le beau-père couronné, et bientôt toute la cité qui s'embrase sous l'œil avide de Médée. La chemise de nuit de la bosse. Celle de monsieur de Polaillon en son temps, maître des eaux et forêts. Cadeau empoisonné au sens propre comme au sens figuré. De sa dame, femme attentionnée puis veuve éplorée qui, auprès de la bosse, trouva un subterfuge pour supprimer un mari devenu encombrant par la récente présence d'un bel amant. La chemise de nuit ointe d'arsenic à peine enfilée, voilà qu'elle entame sa besogne nocturne. Ulcères et petites plaies apparaissent sur l'épiderme de l'indésirable mari. S'ensuit une suspicion de maladie honteuse. Peu à peu, l'époux vérolé se discrédite aux yeux de tous. Les lésions cutanées sont visibles. Au fur et à mesure, le diagnostic s'établit. La bonne femme applique remèdes et onguents avec moult empressement. On la plaint doublement, tout à la fois femme bafouée et femme dévouée. Mais les onguents ne font qu'enflammer ulcères et lésions que l'arsenic a provoqués. Bientôt, il succombe dans l'opprobre général, non pas au mal d'amour, mais au mal de toute pièce créée par le port nocturne d'une chemise arseniquée. La clé du coffre à secret. Celle d'une des victimes du prince Savelli, plein de dévotion et connaisseur de potions. Cadeau empoisonné au sens propre comme au sens figuré. De ce prince Janus à ses proies sacrifiées au nom de lois injustes. Aux bénéficiaires, il offrait un magnifique coffret à clé, dissimulant peut-être les secrets les plus inavouables. À peine la clé était-elle introduite dans la serrure de ce petit chef-d'œuvre de marqueterie que l'imprudent régalé constate qu'elle n'est pas adaptée. Impossible, pense-t-il. Il réessaie, il insiste, il le force. La pression de ses doigts sur la petite clé, il ne s'en doute guère, permet l'envenimement grâce à ses petites aspérités enduites de poison et aux micro-blessures qu'elle provoque dans les chairs déjà contaminées. À plusieurs reprises, la victime entêtée s'empoisonne plus sûrement par sa curiosité. Lasse, elle abandonne le coffret, mais trop tard. Hélas, le venin commence à faire de l'effet. Les gants du parfumeur, ceux de Jeanne d'Albret. Cadeau empoisonné, au sens propre comme au sens figuré. De Catherine de Médicis, la catholique, à Jeanne d'Albret, la protestante. Prête à tout pour l'attirer à la cour de France, celle de Charles IX, le fils régenté, elle offrit la main de sa fille, la belle Margot, au prince du Béarn, valeureux fils de Jeanne et aussi des gants, pour y glisser les siennes.
afin de confirmer le proverbe d'alors énonçant qu'un bon protestant est un protestant mort. Séduite et conquise, Jeanne accepte le tout, les gants et le mariage. À peine les gants sont-ils enfilés, voilà que l'arsenic commence à opérer. Il s'insinue dans les pores de la peau, se loge dans les empreintes digitales, s'infiltre dans la ligne de vie qu'il fausse et raccourcit. Les gants retirés, les mains virevoltent et parachèvent la fatale besogne, déjà bien entamée. Le missel doré alors fin, celui de l'hérétique, cadeau empoisonné au sens propre comme au sens figuré, du maître spirituel de la congrégation à celui qui en met en péril les fondements par une altération du dogme. C'est au moine copiste, parfois maître enlumineur, qu'est assignée la tâche. Il est chargé de substituer les dorures du missel, habituellement obtenues en collant de très fines feuilles d'or à l'aide d'une colle réalisée à partir d'œufs et de gomme arabique, par des feuilles d'étain recouvertes d'un enduit au sulfure d'or-piment, c'est-à-dire d'arsenic jaune. L'illusion est parfaite, le missel est doré alors fin. Une fois le livre de messe hautement toxique offert, voilà que quotidiennement l'hérésiarque s'intoxique. Tous les jours, aux vêpres et à grand-messe, dans sa communion avec Dieu, le poison s'incorpore à son organisme par les pores de sa peau, mais aussi par ingestion, puisqu'il utilise son index humidifié de sa salive pour tourner plus aisément le velin pesant de son livre de messe. Peu à peu, l'hérétique homme de Dieu s'altère, son appétit diminue, son teint se plombe. On prescrit des saignées qui l'affaiblissent encore. Sa foi irréprochable l'incite à augmenter ses temps de prière pour le salut de son âme. Le missel est bien là, entre ses mains malades, qui prennent peu à peu la couleur du cadavre. Le bouquet des mariés a les bords blancs, celui de Doña Nieves et Don Pedro. Cadeau empoisonné au sens propre, comme au sens figuré. De Doña Catalina, l'Andalouse ardente est néanmoins trahie au couple que, par-dessus tout, elle maudit. Elle tenait ses vénéneux secrets de son premier mari, chimiste de son état, et déporté pour raisons politiques en des lieux lointains. Le deuxième, Don Pedro, elle ne voulut pas le voir s'échapper. Et quand apparut sa rivale au teint clair, la brune señora choisit le jour nuptial pour leur offrir de sa froide vengeance le bouquet final. À peine la senteur entêtante de la gerbe fut-elle inhalée, voilà que les amants se mettent à vaciller. Titubants, leur démarche peu assurée leur permet de faire encore quelques pas avant de s'écrouler. Le teint de neige de la Nieves devient de cire, la fougue de Don Pedro se détériore. Le cœur des deux amants s'essouffle avant de cesser de battre. Le pomander aux 4 senteurs. Celui du prince de Condé, cadeau empoisonné au sens propre comme au sens figuré. De Catherine de Médicis, la diabolique catholique au chef des protestants abhorrés. La pomme de senteur, confectionnée avec un soin tout particulier par René Bianchini, dit le Florentin, parfumeur officiel de la Régente et pourvoyeur officieux de ses toxiques préférés, s'ouvrait, ô comble de raffinement, en quartier, et distillait 4 substances volatiles et odoriférantes, toutes plus vireuses et capiteuses les unes que les autres, et qui, se combinant, suffisaient amplement à décimer tout un régiment de robustes gaillards de Gascogne. Le chirurgien du prince, sur ses gardes, veillait. Et la seule victime du pomander fut un pauvre chien qui flaira un présent si suspect. À peine le pomander s'ouvre-t-il en quartier que la pauvre bête, en ayant reniflé les parfums, entre en collapsus. Les vénéneuses senteurs inhalées par le pauvre animal le font enfler terriblement. Partout, il se boursoufle et ne tarde pas à crever, accordant, de ce fait, un sursis au prince de Condé. La chevalière à trappe, celle d'Hannibal, cadeau empoisonné au sens propre comme au sens figuré qu'il se fit à lui-même. Dernière est seule issue de l'insatiable conquérant bague dont il remplit le chaton ouvrable d'un venin mortel et dont jamais il ne se sépara. Protégé de Prusias, le roi de Bithynie, où il se réfugia à la fin de sa vie, il fut pourtant contraint de se livrer aux représentants du Sénat, Flamininus, venu réclamer sa tête. Se sachant acculé,
Le Carthaginois tenta bien d'échapper à sa mort annoncée en empruntant successivement les 7 issues secrètes que sa demeure recelait, mais toutes étaient gardées par des sentinelles zélées. La 8e fut la petite trappe du chaton de sa bague, la seule qui lui permit de s'évader. À peine le poison contenu dans la chevalière fut-il ingurgité que le vaillant guerrier s'éteint et gagne l'éternité. Le glaive ornementé, celui de Mithridate, cadeau empoisonné au sens propre comme au sens figuré qu'il se fit à lui-même. Ce roi du Pont-Euxin, hautement cultivé, sut dès l'âge de 13 ans déjouer les sombres complots ourdis par sa régente de mer visant à l'empoisonner. Conquérant boulimique et médecin émérite, il n'eut de cesse d'étendre son royaume et ses connaissances en botanique. Il ne connut le désarroi qu'à l'âge de 75 ans, lorsqu'un fils ambitieux et bien peu scrupuleux, rallié à Pompée, eut ordonné son abdication. Dans la haute tour de sa citadelle, il réunit autour de lui ses derniers fidèles. C'est alors qu'il ouvrit la poignée de sa fameuse épée et en retira le violent poison qu'il avait lui-même élaboré. Ses 2 filles éplorées le supplièrent de pouvoir, elles aussi, échapper au déshonneur de tomber aux mains des Romains en s'empoisonnant tout comme lui. À peine le venin se fondit-il dans les organismes princiers que toutes 2 s'effondrent, foudroyées. Mithridate les imite, mais il est mithridatisé. Le poison n'opérant pas, c'est au glaive de son fidèle esclave gaulois qu'il doit la mort, et surtout l'honneur sauf de ne s'être jamais rendu aux Romains qu'il avait en horreur.